À la une de l'actualité, la présidentielle et les législatives au Burkina Faso. 5 millions d'électeurs aux urnes ce dimanche. Premier scrutin démocratique depuis plus de 30 ans. On ira donc au Burkina Faso dans ce 13h. Dans l'actualité également, l'ouverture officielle demain de la très attendue COP21, la conférence mondiale sur le climat à Paris sous haute sécurité. Mais avant, les travaux préparatoires ont débuté ce dimanche. On parlera également des écrans plasma dans les mini-cars appelés Baka pour le confort des passagers, mais cette innovation est diversement appréciée. Bonjour. L'ANSUT, l'Agence nationale du service universel des télécommunications, qu'est-ce que c'est? Quelles sont ses missions? Comment cette agence fonctionne? L'agence a même lancé une caravane qui a fait le tour de la Côte d'Ivoire pendant un mois. ANSUT Tour, TIC pour tous. Alors, quel bilan? Pour en parler, notre invité ce dimanche est Eloge Soro Kipea. Il est le directeur général de l'ANSUT. Bonjour, monsieur le directeur général. Bonjour, madame Gla. Dans une trentaine de minutes, nous allons échanger avec vous sur vos projets. En attendant, on part au Burkina Faso. Plus de 5 millions d'électeurs votent depuis ce matin. Première élection présidentielle et législative. Premier scrutin démocratique depuis plus de 30 ans qui doit tourner la page de la transition politique. 14 candidats sont en lice pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. L'actualité, c'est aussi la COP21 à Paris, la 21e conférence des Nations Unies sur le changement climatique. Les travaux préparatoires débutent ce dimanche avant le rendez-vous officiel demain à Paris. Des dizaines de manifestations ont eu lieu dans plusieurs capitales pour réclamer des mesures fortes contre le réchauffement climatique et faire pression sur les représentants des 195 pays qui vont se retrouver à Paris demain lors de la COP21. Le président Alassane Ouattara est sur place depuis quelques jours. Il portera la voix de la Côte d'Ivoire et la voix de l'Afrique. Ici, l'Agence nationale de l'environnement a mis en place un système pour mieux archiver les rapports, les études d'impact et audits sur l'environnement. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un programme qui a pour objectif le suivi environnemental du secteur des hydrocarbures en Côte d'Ivoire. Franck Kouadio. Chaque année, les rapports d'évaluation stratégique, d'études d'impact et d'audit sur l'environnement s'empilent dans les tiroirs de l'ANDE, Agence nationale de l'environnement qui fonctionne comme le guichet unique du secteur. Illustration, 139 rapports d'audit et 223 rapports d'études d'impact environnemental et social ont été réalisés pour le ministère de l'Environnement et la Banque mondiale partenaire institutionnel. Il faut mieux organiser l'outil. La recette, la numérisation du guichet unique ANDE. Seront donc revus le système d'archivage des différentes études environnementales, les séances de délibération et de validation des études, le processus de suivi des plans de gestion environnementale et sociale ainsi que le suivi environnemental, ce qui permettra d'améliorer la gouvernance économique et au nombre des composantes concernées, le renforcement des capacités de gestion du secteur pétrolier qui a bénéficié en outre de plusieurs études. L'atelier du 26 et 27 octobre était un cadre d'échange donc des parties prenantes, le ministère de l'Environnement, le ministère du Pétrole et de l'Énergie. Une rencontre importante car le bon fonctionnement de cette numérisation ANDE nécessite l'implication de tous. Les résultats obtenus, une stratégie commune pour mieux maîtriser le système de suivi environnemental du secteur pétrolier, une façon d'activer la mise en œuvre efficace du projet. On s'intéresse maintenant à cette cérémonie de planting d'arbres à Agou, dans le département d'Adzopé. C'est une initiative des élèves du lycée moderne d'Agou, initiative qui s'inscrit dans le cadre du projet Une école, 5 hectares de forêt prôné par le ministère des Eaux et Forêts. Emma Niamé. C'est le lycée moderne d'Agou, dans le département d'Adzopé, qui a servi de cadre à la cérémonie de planting d'arbres organisée par la direction régionale des Eaux et Forêts d'Abidjan. Les élèves de l'établissement ont planté à cette occasion du teck sur une superficie de 2 hectares. Cette cérémonie s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet de reboisement Une école 5 hectares de forêt initié par le ministère des Eaux et Forêts.
Ce projet est l'une des approches engagées par l'administration forestière pour répondre à la problématique de la déforestation galopante qui gagne la Côte d'Ivoire. En effet, le pays a perdu en moins d'un siècle 80% de sa superficie forestière. Il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, vous voyez déjà les troubles que nous avons dans les différentes saisons. Donc le ministère a jugé bon, dans le but d'amener la reconstitution des forêts ivoiriennes, à amener déjà les Ivoiriens depuis l'école à s'intéresser au reboisement. Le proviseur du lycée moderne d'Agou s'est réjoui de la mise en œuvre du projet dans sa localité. Elle s'est engagée à assurer la réussite de ce projet au sein de son établissement. On doit améliorer, on doit entretenir pour que cela donne, n'est-ce pas? Chers élèves, je compte sur vous pour que cela soit entretenu. Ce projet vise à terme à mobiliser 1200 établissements scolaires et à réaliser 6000 hectares de plantations forestières. Il s'agit pour les eaux et forêts de former l'Ivoirien nouveau ayant un comportement éco-citoyen et les élèves relèvent de demain constituent le champ d'expérimentation de ce nouveau projet des citoyens pour qui le respect de la nature doit être un devoir. Et puis le groupe scolaire Plateau de Divo vient d'acquérir de nouvelles latrines, du matériel informatique et de bureaux, coût global 16 millions de francs CFA. Cérémonie de remise de ce don en présence de l'un des fils de la région qui a fréquenté cette école, le docteur Famoussa Koulibaly, directeur de cabinet adjoint, représentant le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Kader Ouattara et Abou Sanogo. Des latrines modernes, du matériel informatique et de bureau, ainsi que des kits scolaires et hygiéniques, le tout d'un montant de 16 millions de francs CFA. Ce sont là les dons dont a bénéficié le groupe scolaire Plateau de Divo d'un de ses anciens élèves, en l'occurrence Famoussa Koulibaly. Cette nouvelle latrine vient régler le problème causé par l'absence de toilettes appropriées dans cet établissement. C'est la raison pour laquelle enseignants, élèves et parents d'élèves ont accueilli avec joie ces bâtiments qui constituent un apport important dans le rendement des élèves et des enseignants. Tout en expliquant les raisons de son geste, le donateur Famoussa Koulibaly, directeur de cabinet adjoint du ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, a rappelé l'importance de l'école. Quelqu'un a dit que l'école était la voie qui menait à beaucoup de choses. Effectivement, je crois à cette maxime-là. Allez-y apprendre le savoir de vaincre sans avoir raison. Oui, je crois que l'école permet d'avoir un savoir, que ce savoir permet d'être quelqu'un dans la société et d'être respecté dans la société. En retour, le préfet du Lot-du-Bois, Pandro, a salué ce geste. Il encourage les autres cadres de la région à emboîter le pas aux donateurs. Une visite des lieux a meublé cette cérémonie. Dans l'actualité parlementaire, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a défendu 11 projets de loi devant les députés. Ces projets ont tous été adoptés. Il s'agit, entre autres, du projet de loi autorisant le président de la République à ratifier la Convention sur le travail de nuit et celui portant sur l'interdiction des armes biologiques. Hamza Diaby. Ce vendredi, à l'Assemblée nationale, le ministre d'État Charles Kofi Dibi, accompagné du ministre chargé de la Défense Paul Kofi Kofi, est venu défendre 11 projets de loi, notamment ceux autorisant le président de la République à ratifier la Convention numéro 187 sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, la Charte africaine sur les valeurs et les principes du service public et de l'administration, le protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac, puis le protocole additionnel à l'accord entre la Côte d'Ivoire et l'AIEA relatif à l'application de garanties dans le cadre du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Tous ont été adoptés. Cela est très important parce que lorsque nous ratifions nos textes, cela atteste de la gouvernance crédible qui existe dans notre pays. Cette gouvernance crédible est le jeu, je dirais, politique, démocratique qui existe dans notre pays. Le pouvoir législatif joue son rôle, le pouvoir exécutif joue son rôle, le pouvoir judiciaire joue son rôle. Et c'est cela qui procure beaucoup de respect au niveau international.
Charles Kofi Dibi ajoute que c'est un gain énorme pour la Côte d'Ivoire. Le président de la Commission des relations extérieures du Parlement ne dit pas autre chose. Sa commission est fière d'avoir joué son rôle. Charles Kofi Dibi et Paul Kofi Kofi peuvent donc s'en aller, heureux d'avoir pu accomplir leur mission. Ce reportage qui va suivre concerne les fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire. Ils doivent être présents à leur poste à 7h30. L'information a été donnée par le ministère de la fonction publique qui veut renforcer les présences à 7h30 au travail. Le ministère invite les travailleurs au respect de cette mesure. Des visites inopinées seront effectuées dans les administrations pour faire le constat. Douad Lazer. 7h30, c'est l'heure à laquelle les fonctionnaires et agents de l'État doivent désormais être à leur poste de travail. Le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative leur demande de se conformer aux horaires de travail réglementaires en vigueur, à savoir le matin, 7h30, midi 30, l'après-midi, 13h30 à 16h30. En appel au sens civique des fonctionnaires et agents de l'État. Des contrôles inopinés sont prévus dans les administrations et les services publics pour veiller au respect de ces dispositions prises par le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative dans les mois à venir. Mais avant, une vaste campagne de communication devra se faire dans la presse écrite et celle de l'audiovisuel pour la sensibilisation des fonctionnaires et agents de l'État. Parlons de la journée consacrée à la normalisation des échanges commerciaux inter-États. Thème, les normes langage commun universel. L'Organisation internationale de la normalisation a saisi cette rencontre pour informer et sensibiliser les pouvoirs publics et opérateurs économiques à adopter la normalisation. Frédéric Ouraï et Abou Sanogo. L'application des normes sur le marché consiste à garantir et sécuriser la qualité des produits d'exportation. C'est un défi à relever pour les entreprises et pouvoirs publics dans la sous-région africaine qui peinent à harmoniser leurs efforts pour faire face à la compétitivité. La 46e journée consacrée à la normalisation a pour objectif d'évaluer les acquis sur le marché international en vue d'amener les entreprises africaines à promouvoir la qualité pour être compétitifs à l'échelle mondiale. Concerne tous les domaines d'activité pour garantir un niveau de sécurité des produits. Les normes constituent un langage commun universel facilitant la communication, la collaboration et les échanges. Les acquis de normalisation sont utilisés par les décideurs en vue de mettre en place une réglementation. Elle prend en compte le développement des infrastructures de qualité, financé à hauteur de 7,8 milliards de francs CFA par l'Union européenne. Le programme Système Qualité Afrique de l'Ouest contribue d'une part à homologuer les tarifs extérieurs communs et d'autre part l'exécution du développement des infrastructures. La mise en œuvre de la politique de normalisation est le levier de la croissance des économies en Afrique subsaharienne. Une économie basée sur un partenariat public-privé. Le programme Système Qualité de l'Afrique de l'Ouest vise la mise en place d'un marché commun et ce, à travers le développement d'infrastructures de qualité facilitant les échanges entre États. Toujours en économie, l'autorité de régulation des marchés publics lance l'audit des marchés publics, un audit qui devrait permettre d'évaluer la régularité des procédures des marchés passés et d'améliorer le système. Ali Diarasouba. L'audit va porter sur un échantillon de 150 marchés passés en 2014 par 11 ministères et 10 sociétés d'État. Régularité des procédures de passation, respect des dispositions du Code des marchés publics, bref, comment s'est faite la gestion de la commande publique l'année dernière dans ces structures. L'audit lancé par l'Autorité nationale de régulation des marchés publics, ARMP, doit lever un coin de voile sur la pratique en cours dans les services de l'État. L'enjeu de cet audit généralisé, qu'on appelle audit de gestion au titre de l'année 2014, est pour le système des marchés publics une opportunité de pouvoir tout balayer toutes ces activités et que des améliorations puissent être apportées au système en fonction des différentes procédures, au fond de la procédure que nous avons nous-mêmes dans notre code des marchés publics et de pouvoir s'y conformer. L'ARMP, qui n'est pas à son premier audit, compte sur la bonne collaboration des responsables des passations des marchés dans les ministères et sociétés d'État visés pour réussir l'opération. Elle a donc fait une présentation du contexte général et des modalités techniques de la mission d'audit pour marquer leur adhésion.
Dans les audits passés, on nous surprenait. Aujourd'hui, elle nous convie à une cérémonie de lancement. Cela nous permet de pouvoir prendre des dispositions pour permettre qu'ils fassent leur travail sans problème. Il n'y a rien à cacher, tout sera mis à nu afin de pouvoir améliorer le système de passation des marchés au niveau du pays. L'audit sera mené par un cabinet ivoirien et un cabinet béninois recruté par appel d'offres. Sa durée est d'1 mois, son coût environ 70 millions de francs CFA. Dans le domaine de l'agriculture, la Côte d'Ivoire occupe le premier rang de pays producteurs de l'anacarde au plan mondial avec 600 000 tonnes. Avec cette performance, un autre défi s'impose au pays, la transformation de la production nationale. Tel est le sens de l'atelier national sur le programme de développement de la transformation de l'anacarde en Côte d'Ivoire tenu à Boaké. Reportage Kader Sogodogo. De 400 000 tonnes en 2011, la production de l'anacarde en Côte d'Ivoire atteint désormais les 600 000 tonnes. Le pays s'impose ainsi comme le numéro 1 mondial de l'anacarde. Le défi de la production gagnée, un autre défi non moins important se dresse devant la Côte d'Ivoire, celui de la transformation de cette matière première. En la matière, à ce jour, le pays transforme moins de 10% de sa production, un taux que le ministère de l'Industrie et des Mines veut faire passer à 100% d'ici 2020. Pour y parvenir, le programme de développement de la transformation de l'anacarde en Côte d'Ivoire a vu le jour avec 4 composantes. L'accès au financement pour la transformation, l'amélioration de la qualité, l'appui à la commercialisation et le renforcement des capacités. Le programme est présenté à Boaké aux responsables d'unités de transformation venus de tout le pays. L'État de Côte d'Ivoire veut appuyer les unités de production de la transformation de l'anacarde à avoir des outils, passer de 7% du taux de transformation à 100% à l'horizon 2020. Des participants qui attendent beaucoup de cet atelier. Nous-mêmes, on a pu installer une unité de transformation, mais on souhaite que l'État puisse nous accompagner par rapport au financement de cette unité-là. On attend beaucoup du programme de développement par rapport à notre unité de transformation. À la cérémonie d'ouverture, le Bouéné Michel Hortense Amani, secrétaire général de préfecture Boaké, a exhorté l'ensemble des participants à accorder beaucoup d'intérêt aux travaux, car il y va de l'intérêt économique de la Côte d'Ivoire. Une page santé dans ce journal. En Guinée, le bébé de 34 jours, dernier patient connu d'Ebola, est sorti hier du centre de traitement de Médecins sans frontières à Conakry après sa guérison. Autre maladie, l'onchocercose, l'ulcère de Burili et la lèpre sont notamment des pathologies appelées maladies tropicales négligées selon l'Organisation mondiale de la santé. Pour lutter efficacement contre ces maladies, des spécialistes du domaine sont réunis à Agboville pour élaborer un plan directeur 2016-2020. On fait le point avec Grace Kando. Les maladies tropicales négligées sont un groupe de maladies transmissibles endémiques. Il s'agit entre autres de la lèpre, l'ulcère de Burili, le ver de Guinée et l'onchocercose. La plupart de ces pathologies sont transmises par des vecteurs tels que les moustiques, les mouches cécées et les escargots. Pour une lutte efficace contre ces maladies tropicales négligées en Côte d'Ivoire, un atelier de validation d'un plan directeur 2016-2020 se tient à Agboville. Il y a 6 programmes. En Côte d'Ivoire, il y en a 6. Mais dans certains pays, il y a beaucoup de programmes. On a très peu de moyens, donc il est important que nous mettons ensemble, surtout que les cibles sont les mêmes, que nous mettons ensemble pour aller sur le terrain. Et c'est l'objectif que nous voulons atteindre et proposer aux partenaires le financement commun de toutes ces activités-là. Selon les acteurs de la lutte contre les maladies tropicales négligées, cet atelier arrive à point nommé. L'atelier de validation du plan directeur des maladies tropicales négligées est très bienvenu. Aujourd'hui, avec ce plan de directeur, nous pouvons préciser et présenter à nos partenaires comment on veut travailler, comment on va arriver à éliminer ces maladies. La Côte d'Ivoire est en retard par rapport à son plan directeur, par rapport aux autres pays de la sous-région. Et nous pensons que depuis 2012, nous sommes en train d'écrire ce plan. Et si nous sommes arrivés en 2015 donc à la validation, c'est vraiment une très bonne chose pour nous. L'atelier fait suite à plusieurs rencontres nationales et internationales. Objectif, doter la Côte d'Ivoire d'un plan intégré de lutte contre les maladies tropicales.
L'ambassade du Japon, dans le cadre de son projet d'aide aux populations, a réhabilité et construit un nouveau bâtiment au centre de santé communautaire de Yopougon Santé. Coût des travaux, 41 millions de francs CFA. Doigt de laser. Le centre de santé urbain du village de Yopougon Santé, entièrement rénové. 41 millions de francs CFA, c'est le montant investi par l'ambassade du Japon en Côte d'Ivoire pour réhabiliter cet édifice sanitaire qui accueille par an plus de 40 000 patients. Selon le donateur, ce geste est une contribution pour permettre aux habitants du village de Yopougon Santé de se soigner dans de meilleures conditions. Très heureux de voir la réalisation parfaite de notre coopération. Donc on espère bien entendu que ce centre de santé servira à plus de populations de Yopougon Santé. Les populations et le personnel médical ont exprimé la joie de voir leur cadre de soins plus confortable. Ce centre de santé moribond est revenu à la vie. Un service qui nous permettra d'avoir plus de soins quand nous serons en difficulté sanitaire. Tout le village de Yopougon Santé, à mon nom, remercie monsieur l'ambassadeur du Japon. Les salles de soins, de couches et de mise en observation ont été réhabilitées avec la construction d'un nouveau bâtiment qui va abriter les services de gynécologie, y compris le bureau du médecin et un magasin de stockage. Ceux qui empruntent les minicars appelés communément Gbaka l'ont sans doute constaté, des écrans plasma qui diffusent des clips pour le confort des passagers, mais l'initiative est diversement appréciée. Abou Sanogo a emprunté un Gbaka, son constat. À Djamé, Liberté 220 logements. Il est environ 17 heures. Aboubakar Bakayoko, conducteur de minicar communément appelé Gbaka, se positionne pour son chargement. À l'intérieur de son véhicule, faisant la ligne Adjamé-Yopougon, un écran plasma qui diffuse films et clips vidéo. Merci, vous voyez un écran dans la voiture, ça fait plaisir à nos clients. Ok, les gars, s'ils se montent dans la voiture, ils n'ont qu'à t'enjailler. Souvent, il y a des clients qui disent qu'il faut mettre telle musique. Comme lui, nombreux sont les conducteurs de Gbaka sur les différentes lignes du district d'Abidjan qui se sont également appropriés cette technologie, notamment ceux reliant Adjamé-Yopougon, Adjamé-Kokodi et Yopougon-Benjiville. Et les plus heureux, ce sont les passagers qui trouvent en cela une distraction pendant le trajet. Quand tu montes dedans comme ça, tu regardes la télé, c'est une bonne chose. Je vois que ça me plaît. Les vidéos dans les Gbaka, ça permet aux clients de pouvoir être patients et de pouvoir passer un moment agréable pendant le trajet. Cette innovation est l'œuvre d'électricien. Ahmed Diomandé en est un. Cette activité lui est beaucoup bénéfique. Dans son garage, il emploie une dizaine de personnes et par jour, ils installent en moyenne 8 écrans. C'est un travail de risque. Si l'écran se gâte, on va payer. Si ça réussit ici, c'est un non pour nous tous. Si pour les promoteurs, cette technologie est un pari gagné, il n'en demeure pas moins qu'elle présente des dangers. Mais par moment, il peut arriver que il peut avoir des distractions au niveau du chauffeur. Puis ça peut créer des accidents. Quand tu es en communication comme ça, tu lui dis de diminuer, il ne veut pas. Il ne t'écoute même pas, il s'en va seulement. S'ils mettent dedans, ils disent que ça fait plaisir aux clients, ils doivent tenir compte de ce que les clients disent. Ça fait que dans le Gbaka, on ne s'entend plus. Tellement le chauffeur est inspiré, l'apprenti lui fait signe qu'il y a un client qui veut descendre, il n'entend pas. Malgré cela, les passagers sont unanimes à reconnaître que les écrans plasma à l'intérieur de Gbaka constituent des passe-temps agréables. Distraction certes, mais la prudence doit être de mise, afin d'éviter une imprudence qui pourrait être dramatique. Autre fait de société, le plus souvent devant les magasins de vêtements, vous voyez des mannequins en polyester, des mannequins qui mettent en valeur les vêtements pour attirer la clientèle. Comment ces mannequins sont fabriqués? Incursion dans leur univers avec Massokone et Abou Sanogo. Fabricant de mannequins à base de polyester, c'est le métier qu'exerce Marcelin. Un métier peu connu, mais dont les créations ne nous sont pas si étrangères. Il n'est pas rare de voir ces mannequins arborant des tenues vestimentaires dans les vitrines de magasins. Des mannequins devenus presque indispensables dans le domaine de la mode. On utilise les mannequins parce que au moins ça permet de mettre en évidence les habits qu'on vend. Et puis les modèles sont plus vus à travers les mannequins. Avec les mannequins, ça fait plus joli
Au lieu d'accrocher sur les cintres pour mettre en vitrine, on préfère mettre les mannequins. Ça dessine plus les modèles et ça donne envie de payer. Il y a d'autres qui sont un peu exigeants. Ils veulent voir de près comment ça est sur un homme bien, comment ça sera sur lui-même. Donc le mannequin sait quelque part aussi à présenter aussi les vêtements. Fabriqués à base de différentes matières, dont le plastique, le bois et le fer essentiellement importés d'Europe. Ceux fabriqués localement sont faits en polyester. Il y a plusieurs modèles que les clients nous demandent. Par exemple, ça c'est pour les hommes. Ce que je suis en train de fabriquer là, c'est pour les hommes. Ça marche avec costume, les sahariennes, ainsi de suite. On paye des pièces qui sont déjà fabriquées et puis on tire mot dessus. Souvent, nous-mêmes on crée. Ces mannequins sont confectionnés en plusieurs formats, taille, teint, forme, enfant ou adulte, homme ou femme. Souvent, on fait des réparations de bateaux, les moules de balustres, les corbeilles, ainsi de suite. Le polyester est une fibre synthétique obtenue à partir de plusieurs mélanges de produits chimiques et de fibres. Il représente la fibre synthétique la plus produite dans le monde pour différents types de vêtements, en particulier les vêtements de sport et les maillots de bain. Un mot de religion en bref avec la suite de la tournée africaine du pape François. Il est à Bangui depuis ce matin sous haute sécurité. Bangui en proie aux violences interreligieuses. Le pape est sur place pour un message de paix et de réconciliation. Ici, en Côte d'Ivoire, précisément à Grand-Bassam, la sœur Clarisse Atiman de la paroisse Saint-Antoine de Padoue de Mossou a décidé de consacrer entièrement sa vie au Christ. Le point de la cérémonie avec Emma Niamé. Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu. Devant Dieu et l'Église, parents, amis et sœurs de la congrégation, la sœur Thiégbé Atiman Clarisse a affirmé ses vœux de servir le Seigneur. En répondant aux questions qui lui sont posées, elle exprime publiquement le sens de sa démarche, à quoi elle s'engage et quels moyens elle se donne pour être fidèle à sa parole. C'est Dieu qui m'a vraiment choisi le premier. Il y avait tant de choses qui pouvaient vraiment m'éloigner de lui. Il y avait tellement de choses qui pouvaient m'empêcher d'être là aujourd'hui. Mais par sa grâce, je suis là. Et si on me demandait, si de suite Clarisse, tu meurs, que tu reviens, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai dit, je vais être religieuse encore. L'obéissance dans le dialogue avec les responsables, la pauvreté dans une vie simple et sobre, de partage et de mise en commun, le célibat consacré, choix du Christ comme seul amour, laissant un cœur disponible pour accueillir chacun à la manière de Jésus, des engagements forts que la sœur Clarisse Thiégbé Atiman a pris à la paroisse Saint-Ambroise de Padoue de Mossou. Monseigneur Kwasi Maurice, évêque de Daloa et la mère supérieure de l'Institut Notre-Dame de l'Incarnation et Yabro Adeline, ont prié Dieu afin qu'il guide les pas de celle qui a décidé de lui consacrer entièrement sa vie. La cérémonie a pris fin par une procession animée par la fanfare de Mossou jusqu'à la résidence de l'ex-maire de Grand-Bassam, feu Michel Moulot, site retenu pour abriter la réception. Place au magazine du dimanche et comme annoncé, Soro Kipea Eloge est notre invité. Il est le directeur général de l'Agence nationale du service universel des télécommunications. Avec lui, nous allons parler de l'agence ANSUT, ses projets phares et de ses perspectives. Nous allons également faire le bilan de votre caravane, la caravane ANSUT TIC pour tous. Merci, monsieur le directeur général, d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, madame Goula. Première préoccupation pour mieux comprendre ce plateau, quelles sont vos missions? L'Agence nationale du service universel des télécommunications, en abrégé ANSUT, est une société créée par l'État de Côte d'Ivoire pour apporter partout sur toute l'étendue du territoire aux individus et aux sociétés les services de télécommunications essentiels que sont la téléphonie mobile, la téléphonie fixe et l'Internet. Pour fixer dans l'esprit des téléspectateurs le positionnement ou la nature des activités d'une telle agence, il faut faire le parallèle avec ce qui se fait dans le secteur de la route. En Côte d'Ivoire, il existe bien une agence qui est l'AGEROUTE et le Fonds d'entretien routier qui sont en charge de la construction et de l'entretien des routes. L'État aussi a jugé nécessaire, eu égard à l'importance des services de télécommunications et des TIC, de créer une agence qui permettra partout sur toute l'étendue du territoire, aux Ivoiriens de pouvoir avoir accès à ces services. Vous me direz, madame Gla, pourquoi une telle agence quand on sait qu'il existe des opérateurs privés qui se proposent de rendre ces services disponibles auprès des populations?
Je vous répondrai que simplement parce que partout sur toute l'étendue du territoire, ces services ne sont pas nécessairement disponibles. Les opérateurs privés, il faut le garder à l'esprit, ont pour vocation première de faire du profit. Et là où des investissements sont nécessaires et que le marché, la clientèle ne peut pas justifier des revenus conséquents, les opérateurs ne font pas ces investissements-là. Donc nous les accompagnons pour qu'eux, ils puissent soutenir leur effort d'investissement en s'appuyant sur l'État pour pouvoir aller offrir ces services-là aux populations et aux entreprises. De façon plus claire, comment vous fonctionnez alors? De façon plus claire, comment nous fonctionnons? Les ressources de l'agence proviennent de la parafiscalité. C'est 2% du chiffre d'affaires des opérateurs de télécommunications qui est reversé chaque mois aux entreprises, ce qui représente en moyenne par an environ 20 milliards de francs CFA. Donc c'est sur ces ressources disponibles que nous qualifions certains projets et que nous les mettons en œuvre. L'agence ici se charge de passer des marchés avec des prestataires et de suivre la mise en œuvre de ces projets et par la suite les mettre à la disposition des bénéficiaires qui eux s'en servent. Nous allons parler de vos projets, mais quelles sont les actions concrètes que vous avez déjà menées depuis votre création en mars 2012, c'est ça? C'est ça. L'agence a été créée en mars 2012 par l'ordonnance du 21 mars 2012. Elle a commencé effectivement ses activités à partir de 2013, date année de la mise en place de son conseil d'administration qui s'est fait au mois de juin et de la nomination de son directeur général que je suis. Donc, à partir de cette année 2013, nous avons démarré ou poursuivi des projets qui étaient déjà en cours. Parce il est bon de rappeler aux téléspectateurs que l'Agence nationale du service universel des télécommunications a été créée sur les cendres du Fonds national des télécommunications, que j'avais eu moi-même l'honneur de présider en tant que président du comité technique de cette agence-là. Donc, nous avons, pour l'essentiel, mis en œuvre des projets que je vais qualifier de structurants, qui sont celui du déploiement de la fibre optique sur toute l'étendue du territoire, le projet de déploiement d'un réseau de téléphonie fixe à base des technologies sans fil, qui est le fameux projet CDMA dont nous avons longuement parlé l'année dernière, et dernier projet, porté celui-là par le président de la République, c'est le projet Un citoyen, un ordinateur, une connexion Internet. Je voudrais juste pouvoir m'apaisantir sur ces 3 projets phares qui, de mon point de vue, constituent des réalisations et de belles réalisations pour l'Agence nationale du service universel. Quel bilan dressez-vous déjà concernant ces 3 projets phares? Écoutez, je ne vais pas trahir un secret en disant que demain, à la primature, se tiendra une cérémonie pour lancer la mise en service du réseau national haut débit de fibre optique. Il s'agit du réseau de fibre optique que nous avons construit. Donc, ce projet va désormais être opérationnel. Il permettra assurément, dans les années à venir, probablement dans les mois à venir, de rendre les services de télécommunications disponibles pour toute l'administration, pour les entreprises, pour le citoyen. Mais mieux, ces services à un coût accessible. Parce que l'effet induit par la construction de ce type d'infrastructure, c'est à terme d'avoir une réduction des tarifs des services qui sont aujourd'hui offerts par les opérateurs de télécommunications. Monsieur le directeur général, vous devez choisir et financer les infrastructures. Vous en avez les moyens? Je vous disais tout à l'heure que nous vivons, ou du moins nos revenus proviennent essentiellement de la parafiscalité. Et je vous ai dit de façon plus précise que c'était 2% du chiffre d'affaires des opérateurs de télécommunications. Ce qui représente, comme je vous le disais encore tout à l'heure, environ 20 milliards de francs CFA. Dans le secteur qui est le nôtre, les investissements sont assez capitalistiques, demandent énormément d'argent. Donc ce que nous faisons, avec les ressources qui sont disponibles, nous allons souvent sur les marchés financiers chercher des prêts pour pouvoir faire face aux investissements qui sont les nôtres. Juste pour fixer les besoins d'investissement de l'agence dans l'esprit des téléspectateurs, il faut savoir que le portefeuille qui nous a été confié pour les années 2013, 2014, 2015 et voire 2016 s'élève à environ 300 milliards de francs CFA. Vous avez aussi une mission d'information et de formation des populations. Comment cela se passe-t-il? À travers les réseaux sociaux, nous tenons les populations informées des activités qui sont les nôtres, parce que les services qui sont déployés pour ces populations-là. Donc elles doivent être tenues d'être informées de l'existence de ces services-là.
Ça, c'est le premier rôle que nous avons. Donc, nous le faisons tout azimut à travers les réseaux sociaux, à travers les médias traditionnels de communication que sont la télévision, la presse écrite ou même la radio. Mais à côté du fait d'informer les populations, nous devons aussi former les bénéficiaires de ces projets-là. Le tout, ce n'est pas de créer ou de rendre disponibles des services, mais c'est de s'assurer que les populations bénéficiaires savent s'en servir. Et ça, c'est aussi une de nos missions importantes, celle que nous appelons communément la conduite des changements. Votre agence a lancé justement cette année en septembre l'Insut Tour, une caravane d'information qui a sillonné tout le pays. Quel bilan? Maintenant, comme vous le disiez en introduction tout à l'heure, c'est la raison principale de ma présence sur ce plateau aujourd'hui. Cette caravane qui a été organisée pendant un mois était pour nous l'occasion de tenir informé l'ensemble des populations et de façon assez proche, faire une communication de proximité, dire aux populations que désormais, là où les services de télécommunications tels que la voix ou l'Internet n'étaient pas disponibles, aujourd'hui, l'État se donne les moyens de faire en sorte que ces services soient disponibles. Nous avons sillonné l'ensemble de nos villes et régions. Nous nous sommes arrêtés de façon particulière dans 6 grandes localités parce que c'était aussi l'occasion pour nous d'inaugurer certains services que nous avons rendus disponibles dans ces localités-là. Est-ce que vous allez relancer la même opération chaque année? Écoutez, je pense que cette année, déjà, ce que nous avons eu comme résultat, pour vous donner un peu de détails sur le contenu de la caravane, nous avions aménagé 2 autobus dans lesquels nous avions 20 postes d'ordinateurs pour pouvoir initier les populations et permettre à certaines personnes qui n'avaient peut-être simplement pas l'occasion de pouvoir se payer une connexion dans un cybercafé, de pouvoir avoir accès à ces services. Et sur le mois qu'a couru la caravane, nous avons eu environ 2000 visites de chacun des 2 autobus qui contenaient chacun 20 postes. C'est vous dire qu'en moyenne, nous avons eu à peu près une centaine de rotations. Donc c'est vous dire tout l'engouement des populations pour ces services-là. Il est important de retenir que ces services-là intéressent au premier chef nos populations. Elles changent, du moins ces services changent la vie de ces populations. Elles améliorent leurs performances dans les domaines d'activité qui sont les leurs. Mais c'est simplement parce que ces services n'existent pas que les populations ne s'en servent pas. Abidjan, Gagnoua, Yamsokro, Jacquesville, Aboville, Korogo, Grand Bassam, bref, uniquement des centres urbains où les TIC sont déjà présents. Quel est le sort des zones d'ombre non desservies par les opérateurs des TIC? Sur 2014, nous nous étions fait fort de déployer le réseau de téléphonie fixe sans fil que nous avons appelé le réseau CDMA. Ça avait été l'occasion pour nous de parcourir les contrées les plus reculées. Nous avons été à Ananda, nous avons été dans le nord de la Côte d'Ivoire, nous avons été dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, nous avons été dans toutes les petites localités qui avaient été desservies par ce réseau. Donc sur 2015, nous avons plutôt voulu mettre en avant d'autres types de services, essentiellement des services TIC, comme je vous disais, la connectivité à Internet, l'utilisation des ordinateurs. À la faveur justement du lancement du projet Un citoyen ordinateur, nous nous sommes dit que c'était un axe plus approprié d'intervention plutôt que de retourner encore dans les petites localités. De toute façon, le succès qu'a connu la caravane appelle nécessairement à sa reconduction pour les années à venir. Donc sur 2016, nous irons là où nous n'avons pas été pour 2015. Peu de gens savent que vous intervenez également dans le domaine de l'éducation, ce que l'on appelle e-éducation, c'est ça? C'est ça. De quoi s'agit-il? Dans le domaine de l'éducation ou dans tout autre domaine dans lequel les TIC interviennent, ce qu'il est bon de savoir que les TIC ont un caractère transversal. Ils ont pour fonction essentielle d'améliorer la productivité ou la qualité de vie des personnes qui en font usage. Donc aujourd'hui, nous avons, avec les instructions du gouvernement, ciblé principalement, dans un premier temps, le secteur de l'éducation, le secteur de la santé, le secteur de l'agriculture et celui de la sécurité. Dans le cadre du projet e-éducation, nous avons interconnecté l'ensemble de nos 5 universités, ce qui leur permet aujourd'hui de bénéficier d'infrastructures et de services qui permettent de faire du téléenseignement. Quand on sait aujourd'hui le nombre d'étudiants pléthoriques dans nos différentes universités,
Quand on sait aujourd'hui le manque de professeurs face à cette population estudiantine, on s'est dit que avoir choisi dans un premier temps de déployer des infrastructures pour le téléenseignement, pour les téléspectateurs, le téléenseignement, c'est simplement un cours qui est dispensé à partir d'un amphithéâtre et suivi par l'ensemble des étudiants qui sont sur les sites de Korogo, de Yamoussoukro, de Daloa ou autres. Donc le professeur, plutôt que de donner son cours à Abidjan et de se déplacer dans les autres villes pour encore devoir redispenser ses cours, il les dispense en une seule fois. Donc ce qui représente un gain de temps, un gain d'argent forcément, et aussi ce qui permet aux étudiants d'être tous au même niveau en même temps. Vous avez d'autres projets en vue sur lesquels vous travaillez en ce moment? Oui, comme je vous le disais tout à l'heure, le secteur qui est le nôtre a un caractère transversal. Il touche tous les secteurs d'activité pour apporter à ces secteurs d'activité ou à ces activités encore plus de compétitivité dans ce qu'elles font tous les jours. Donc aujourd'hui, nous avons ciblé pour 2016 le secteur de l'agriculture. Nous sommes en train de mettre en place un système d'information des marchés agricoles. Nous sommes en train de mettre en place des bases de données pour tout ce qui est information agro-météorologique et tout ce qui est technique des sémailles et autres. Ça, c'est un des projets phares sur lesquels nous travaillerons pour 2016. Deuxième projet, c'est celui de la création d'un numéro d'urgence unique, à l'image de celui qui est fait aux États-Unis, le 911, qui vous permet à la fois de pouvoir vous adresser, que ce soit au système de secours de santé, le SAMU, à la police, aux pompiers. Un seul numéro en Côte d'Ivoire désormais devra permettre de pouvoir avoir le secours de ces différents services. Et le troisième projet, qui n'est pas le moindre, c'est celui du déploiement sur la ville d'Abidjan et sur nos principales localités d'un système de vidéoprotection. Et comment faire en sorte que tous les projets qui fonctionnent entrent réellement en activité? Écoutez, c'est déjà, comme je le disais, de s'assurer de la formation des bénéficiaires, de s'assurer que tous savent que ces projets existent, donc d'insister de façon forte sur l'existence de ces projets et services et faire en sorte que les populations dans leur ensemble puissent se les approprier de façon optimale. Votre message pour terminer, Monsieur le Directeur Général? Je sais que les attentes sont énormes par rapport à l'agence parce que je reçois moi tous les jours un courrier d'un sous-préfet ou simplement d'une personne anonyme vivant dans telle ou telle région de la Côte d'Ivoire nous demandant quand est-ce que le téléphone mobile ou le téléphone fixe sera disponible dans leur région. Souvent, c'est quand est-ce que nous pourrons avoir accès à Internet et avoir accès à Internet à des coûts qui sont à notre portée. Et je veux juste rassurer les uns et les autres que nous ferons en sorte, dans les années à venir, que ces services qui sont indispensables à l'ensemble de nos populations et aux entreprises soient accessibles à des coûts qui vont chaque année connaître une réduction. C'est cela vraiment la mission qui nous a été assignée, de faire en sorte que par les investissements judicieux que nous réaliserons, que ces technologies puissent se déployer le plus rapidement possible et qu'elles soient accessibles parce que les coûts auxquels elles auront été déployées permettront d'avoir des tarifs qui soient les moins chers possibles. Merci, Monsieur Eloge Soro Kipea. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'Institut. Avec vous, nous avons fait le point de votre caravane numérique Institut Tour, TIC pour tous, édition 2015. Institut qui traduit la mise en œuvre effective d'une promesse de campagne du chef de l'État, promesse relative à la vulgarisation des outils TIC en Côte d'Ivoire. Nous avons fait aussi le bilan de vos projets phares et de certaines perspectives. Merci pour toutes les informations. Merci pour votre contribution. Merci beaucoup, madame. L'actualité oblige. Depuis ce matin, les Burkinabés sont aux urnes et nous sommes en direct avec notre reporter Alexis Ouedraogo qui va nous faire le point de la situation. Bonjour Alexis.
Bonjour Delphine, nous sommes ici à Ouagadougou, capitale burkinabé, dans ce centre de vote qui est un groupe scolaire au quartier Badoua. Ici, les populations sont sorties de très bonne heure pour exercer leur droit de vote, choisir parmi les 14 candidats en liste pour la présidentielle, celui qui présidera au règne du Burkina Faso ces 5 prochaines années. Un scrutin jumelé aux législatives, il est donc aussi question de choisir les députés qui siégeront à l'hémicycle. Les populations attendent beaucoup de ce jour de vote. Beaucoup de stabilité, de paix et de développement pour le Burkina Faso. Pour l'instant, aucun incident n'a été déploré. Dans les bureaux de vote, les choses vont bon train. La RTI a déployé les grands moyens sur le terrain pour vous faire vivre en direct l'actualité de cette journée de vote ici au Burkina Faso. Merci Alexis et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité.